Beaucoup manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes heureuses, j'ai envie de dire, ce matin de vous retrouver. C'est le grand plaisir justement de vous accompagner sur la DER de la semaine. L'équipe s'est mobilisée et avec vous, nous souhaitons aborder une pluralité de sujets, les uns tout aussi intéressants que les autres. Le premier sujet justement que nous aborderons dans cette deuxième partie, j'ai envie de dire dans la deuxième partie de cette émission, c'est bien entendu cette traversée du désert du groupe Joma Media depuis que les comptes ont été gelés. Ce n'est pas facile justement, c'est la période des vaches maigres. Nous entendrons Aboubacar Condé qui gère les rédactions du groupe de médias. Et puis derrière, en Côte d'Ivoire, nous irons rejoindre Papitou l'International, cet humoriste qui est chemin faisant là à l'aéroport Houphouët-Boigny. Il rejoigne Conakry pour une autre édition, la première édition du match du rire d'après Covid justement. Il sera au bout du fil dans la deuxième partie de cette émission. Et puis deux dossiers d'enquête vous sont servis dans cette première partie. Le premier, c'est bien entendu avec Antoine Kourma. Antoine Kourma s'est intéressé à un dossier qui implique l'ancien directeur national des impôts, Marissa Camara, vous savez qui c'est. On verra de long en large de quoi est-ce qu'il s'agit. Et puis derrière, ce dossier pour lequel vous avez vu le procureur du tribunal de première instance de Kaloum hier s'exprimer, des institutions, des organes de la République qui sont amenés à devoir justifier leur gestion après la période du dégel des comptes de ces instances-là. Djiba Milimouno et notre cher Mamadou Yaya Baldé se sont intéressés au dossier. Vous entendrez leur compte rendu dans cette édition des Grandes Gueules, j'allais dire, dans ce grand direct de l'actualité. C'est avec mes amis de tous les matins, Antoine Kourma. Il change de look ce matin. Bonjour Antoine. Bon, on sent que voilà. T'es pas habitué, bon. Bonjour Tamba, bonjour à tous. D'accord. Voilà, les lunettes, c'est un peu le Colombo en puissance qui est avec nous. Et puis Daouda Mohamed Kamara, la galère d'hier, bonjour. Bonjour, c'est pas une galère, je me sens très bien quand je travaille comme ça. Et être toujours dans le siège du bureau, ça me dérange le plus souvent. C'est assez lassant. Hein. C'est assez lassant. Oui. Donc quand je suis sur le terrain, je suis très à l'aise. Le guerrier du terrain, il est donc de retour avec nous ce matin et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on te reçoit, Daouda. Et puis Mafoudia Bangoura, mais ce ne sera pas toi le premier, ce sera mon cher Caps. Je fais diversion. Salut Caps. Bonjour Je suis content de te revoir. Bonjour. Merci, Caps, bienvenue. Merci beaucoup. Mamadou Yaya Baldé, il est avec nous depuis quelques jours déjà. Bonjour. Bonjour Tamar, bonjour. Bienvenue à la dernière des Grandes Gueules. Oui, je commence à m'acclimater. Hein. Non, absolument, ça va venir. Il a commencé à voler des places. Oui. Depuis quelque chose. Mais, voilà. Exactement. Oui. Il a fui la Pologne du studio. Et donc il est mis de l'autre côté. Mafoudia, bonjour. Bonjour Tamba. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Et moi, je voudrais vraiment placer un mot par rapport à le commandant AOB. On sait que quand décembre arrive, et là on est dans les fêtes de fin d'année. Et on est habitué à ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Tous les présidents pratiquement le font. Cette initiative présidentielle pour gracier des détenus. Et bien, lorsque le CNRD est venu, on a vu, il y a eu de l'espoir du côté des détenus politiques, par exemple, certains qui étaient détenus sans procès, autres, beaucoup ont recouvré leur liberté. Je sais que cette grâce présidentielle aura lieu. Moi, je profite de cette antenne pour dire au CNRD, pour inviter le colonel Mamadi Doumbouya à s'intéresser au cas du commandant AOB, qui a vu d'autres personnes avec qui il a été interpellé recouvrer leur liberté, et lui, malgré tout ce qui s'est passé, il est encore en prison. Il est important de voir aussi de près, parce que souvent la grâce présidentielle, on suppose c'est pour permettre à ces personnes de recouvrer leur liberté en ayant comment je vais dire cela, en ayant appris quelque chose, en ayant tiré des leçons, voilà, de cette détention. Et quoi qu'il en soit, je pense que commandant AOB est dans ce cadre. Depuis plusieurs années, depuis que Alpha est là, il est en prison. Il est en prison. Il y a aussi un des condamnés dans le procès des gangs avec
Doua Chérif, qui se trouve, je crois, c'est du côté de Kindia. On n'en parle pas du tout. Le procès des gangs avec... Le procès des gangs. C'était Mathias... je crois que c'est Indien Kala qui est du côté de Kindia, si je ne me trompe pas. Je lisais un article sur son cas. C'est quelqu'un, par exemple, qui a perdu toute sa famille. Aujourd'hui, la prison ne représente plus rien pour lui. Il est même devenu imam de ce côté. Je pense qu'il a appris. Et même s'il sortait aujourd'hui, on ne pourrait que lui donner l'occasion de respirer un autre air que celui de l'air de la prison. Donc on lui permette en fait pour ses vieux jours, parce qu'il a pris de l'âge, de passer ça. Il a perdu, je crois, sa mère, son enfant. Il a divorcé d'avec sa femme. Il y a eu beaucoup de coups. En combien d'années? Il y a de quoi aujourd'hui lui donner une nouvelle vie. Donc et lui et commandant AOB, moi je pense que s'il doit y avoir grâce présidentielle, on doit pouvoir penser à eux. Sans compter, il y avait cette manifestation qui était prévue à Massanta avec par exemple le mouvement Elazologa. Ça aussi, des jeunes qui sont en prison sans procès. Je pense que la mise de la justice doit revoir de très près toutes ces injustices. Bon, certains ne le sont pas, mais en tout cas, il y a la grâce présidentielle, il y a des injustices aussi qu'il va falloir corriger, je veux dire. En tout cas, même si c'est de la discrétion du président de la République, j'imagine que le message, il est passé. Daouda souhaitait ajouter quelque chose? Oui, il y a Jean-Guy Lavogui également à côté de AOB qui est dans la même situation. Je crois qu'ils sont nombreux. C'est vrai que AOB, Jean-Guy Lavogui et Indien Kala peuvent être bien connus du public, mais il y a aussi des anonymes. Ils sont très nombreux, des anonymes qui ne savent même pas pourquoi ils sont en prison. C'est vrai qu'à l'avènement du CNRD au pouvoir, il y a eu beaucoup de grâce pour beaucoup de détenus, mais ces détenus politiques qui ont trouvé d'autres qui ne savent vraiment pas, après 5 ans, 10 ans, qui ne savent vraiment pas pourquoi ils sont là, ou leur dossier, on sait parfois, on a suivi certains avocats par exemple, qui se disent que les dossiers de certains détenus se sont volatilisés d'un bureau à un autre, on ne les retrouve plus, donc au point que le juge même ne sait pas qui est en prison, qui n'est pas en prison. Donc je crois qu'aujourd'hui il y a lieu de s'intéresser vraiment à cet appareil judiciaire pour savoir qui mérite aujourd'hui d'être en prison. Qui mérite la question, parce que Tamba, s'il te plaît, un petit mot. Et on se rappelle la grâce présidentielle passée, on retrouvait des gens qui avaient fait 3 mois, 6 mois de prison. On se demandait sur quelle base, pendant qu'il y en avait qui avaient fait des années. Après, il y a eu des informations comme quoi, à ce niveau aussi, il y a comme un business au niveau des agents judiciaires et bien d'autres qui mettaient les noms de certaines personnes qui avaient peut-être donné de l'argent et autres, qu'on rétablisse certains dans leurs droits et que surtout cette grâce présidentielle soit utilisée pour permettre à des personnes de rejoindre leur famille après avoir tiré des leçons Parce qu'il y a des adolescents qui grandissent en prison, et en lieu et place de les rééduquer, de les réinsérer dans la société, ils ressortent, s'ils ont la chance de ressortir, ils ressortent avec vraiment toutes les tactiques et toutes les techniques de grand banditisme. Je me demande bien à quoi servent alors les prisons si chez les autres on pense que ça doit être un endroit de rééducation, de réinsertion, et chez nous il y a des structures quand même qui s'intéressent aux prisonniers, qui s'intéressent au cas des prisonniers, aux enfants. Il y a Prisonniers sans frontières par exemple, qui est conduit par Ibrahima Souli Diallo du BOC, qui est politicien par endroit, mais qui s'intéresse à ce cas pour voir est-ce que les adolescents qui sont là, quelle est leur situation, comment ils cohabitent avec les grands bandits. Et on ne peut pas distinguer les grands bandits aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'espace qui permette de mettre différents cas ou par catégorie les prisonniers. Je crois qu'il faut aller vers cela aujourd'hui. Du côté de comment ça s'appelle, la prison que devait construire Cheikh Sakou, mais avec Yorokogia. Et jusque là on ne sait pas. L'espagnol qui était venu a disparu avec la valise et le projet n'a plus continué. On ne sait pas trop ce qu'il y a là, mais je crois qu'il faut s'y intéresser. Si on veut vraiment maintenir les gens en prison, que ce soit sur des bases légales, mais aussi de l'autre côté, et qu'il y ait de l'espace, qu'on catégorise les prisonniers. Parfait, qu'on catégorise les prisonniers. C'est la question fameuse dans notre système carcéral, mon cher Yaya, de la gestion, du suivi, de l'évaluation et de l'accompagnement psychosocial et éducatif des prisonniers. Absolument, c'est important. Alors je trouve qu'aujourd'hui, dans certains pays avancés, on n'a pas même besoin d'envoyer tout le monde en prison. D'abord, il y a la question des prisons. Est-ce qu'on a suffisamment des prisons pour accueillir
ce monde-là, mais également, aujourd'hui, le débat, par exemple, au Sénégal, qui se pose, c'est la question du port du bracelet électronique. Voilà, à travers des procédés de réaménagement des peines. Donc, on n'a pas besoin forcément d'envoyer les gens en prison. Je pense qu'on peut voir d'autres procédés à travers lesquels on peut réaménager les peines et puis en tout cas assouplir certaines conditions, en tout cas dans nos milieux carcéraux. Voilà, repenser finalement le système de la sanction sociale et judiciaire. On verra bien. Antoine Kourma, je veux saluer Diba avant. Diba, bonjour. Bonjour Tamba. Bienvenue dans les grandes gueules. Merci, bonjour. Ça n'a pas beaucoup dormi, hein. Ah, pas du tout. Voilà, ça se voit. Ben, tout à l'heure, on verra cela. Et Antoine, je te laisse la main finalement avec ce dossier. Bien sûr, tu pourras réagir sur le sujet évoqué par MAF, mais également ce dossier de la clinique FAG qui pose aujourd'hui problème entre deux amis d'hier finalement qui viennent à être portés devant cours et tribunaux. Antoine. Oui, avant cela, je voulais juste dire qu'en plus de AOB, Jean-Guy Lavogui et autres en détention, il y a des cas récents qui ont été signalés. Il y a des militaires en détention depuis le mois de juillet 2018. Maître Béa en a parlé avant-hier. Bien avant cela, il y a eu d'autres dénonciations qui ont été faites. Beaucoup se sont posé des questions par rapport aux raisons du maintien de ces militaires en prison. Beaucoup parmi eux sont accusés de tentative de coup d'État contre le régime d'Alpha Condé. Et il y a eu un coup d'État perpétré par Doumbouya. Beaucoup ne comprennent pas qu'il y ait coup d'État pour renverser Alpha Condé, que les personnes soient en prison pour tentative de coup d'État et qu'on les maintienne encore là. Parce que celui contre qui il y a eu la tentative de coup d'État n'est plus là. Ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui ont fait un coup d'État. Et donc, beaucoup pensent qu'il y a une sorte de paradoxe dans les façons de faire. Doumbouya, lorsqu'il est arrivé, il a libéré quelques militaires. D'autres sont en détention et on apprend que c'est le tribunal militaire qui veut juger le dossier. On ne sait plus dans cette histoire qui est plaignant. Parce que celui contre qui le coup d'État a été perpétré, celui qui a porté plainte ou celui contre qui on a failli faire le coup d'État, s'il y en a eu, n'est plus là. Donc beaucoup se sont dit qu'avec Doumbouya qui vient de façon anormale au pouvoir, aurait dû faire en sorte que ceux-là à qui on reproche cela sortent de prison. Et aujourd'hui, le procès tarde à se tenir parce qu'il y a eu certes un début de procès avec les auditions des uns et des autres au tribunal militaire du côté de Kaloum. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu un arrêt. Depuis 2 ans, il n'y a pas de procès. Les gens croupissent en prison et ils ne savent pas comment le dossier évolue. Et jusqu'ici, récemment avec la rencontre des magistrats et Doumbouya, il a été clairement indiqué qu'il n'y a pas de moyens pour tenir le procès. Et j'apprends que Doumbouya a ordonné à ce que les choses s'accélèrent. On a repris les magistrats militaires qui avaient été formés, qui ont été autorisés à reprendre du service. Donc c'est une façon de dire qu'il faut que Doumbouya fasse en sorte que ces militaires-là et civils qui sont en détention recouvrent enfin leur liberté s'il y a plus grande chose à leur reprocher. Voilà donc je pense que sur la question c'est assez clair. Le président Mamadi Doumbouya qui MAF a voulu porter quand même ce message qui est tout à fait légitime ce matin. Mais on va à ce dossier. Hier, il était directeur national des impôts. Aujourd'hui, qu'il n'est plus là, et puis mauvaise coïncidence ou tout simplement ce sont deux faits qui se rencontrent à tout hasard. Marissa, dans ce dossier, on se pose la question, est-il dans de beaux draps? Sauf que là, on ne parle pas du directeur des impôts, on parle là de Marissa, le civil, Marissa, le citoyen, qui on parle de lui parce que c'est le plus connu. Sinon, c'est une clinique autour de laquelle il y a différents actionnaires et dont le principal au départ. On va parler de tous. Justement, en fait, c'est une affaire de famille qui finalement a fini par mal tourner. Quand je dis famille, c'est famille à l'africaine, pas forcément biologique. Ce sont des frères de même contrée qui ont décidé de faire affaire ensemble. Et plus tard, les choses ont fini par capoter. On va le dire comme ça. Il y a eu des médiations de cadres de la Basse-Côte, de cadres guinéens tout simplement, qui ont tenté de ramener les deux ou les différentes parties à la raison. Malheureusement, malgré les interventions de cadres à l'époque hyper bien placés, ça n'a rien changé. Et c'est dire que le malaise était très profond. De quoi il s'agit, Tamba?
Il s'agit d'une clinique qu'on appelle FAG en abrégé, qui a pour appellation FAG, c'est en anglais, donc permettez que j'essaye de dire, c'est Fond Action Aide Action Guinée. Donc Seigneur. C'est une clinique qui vient en aide, l'anglais est lourd, hein? qui apporte des premiers secours à des personnes malades. Et donc, ça a été créé par Souleymane Touré, qui est docteur urgentiste, qui est médecin. Qui est médecin urgentiste et qui au départ avait un projet. Qui a voulu pour ceux qui nous écoutent, la clinique se situe à la Minière. À la Minière, justement, mon cher Antoine. À la Minière, non loin de chez l'ancien président de l'Assemblée nationale d'Amaro. Alors, Touré Souleymane dit qu'Assapa avait son projet. Il a travaillé à Rio Tinto en tant que médecin urgentiste. Par après, il a évolué du côté d'Ambroise Paré. Et lorsqu'il était à Ambroise, il recevait des malades en provenance de sociétés minières et tout cela. Et il a voulu évoluer en solo. Parce qu'avec Ambroise, il estime que il recevait beaucoup plus de demandes, alors que les gens lui demandaient de prendre son indépendance pour évoluer seul. Donc il a voulu mettre en œuvre un projet en vue de pouvoir exercer son métier. Alors il avait un projet, il a son RCCM en 2016 et il tente d'avoir un partenaire pour l'aider à grandir le projet. C'est ainsi qu'il contacte un de ses frères, qui est Lansana Lazo Camara, Silla, qui, selon les explications que j'ai pu recevoir, qui l'aide à entrer en contact avec Marissa, à l'époque qui était directeur général national des impôts, et ça c'était en 2017. Et il rencontre Marissa, à qui il explique le projet, et qui le trouve intéressant, et qui décide de l'accompagner dans son projet. Donc tous les deux vont aller voir un notaire, modifier les statuts de la société. Donc c'est Kassapa qui va voir Marissa, ce n'est pas l'inverse. Non, c'est pas Kassapa dans son explication dit que c'est Marissa qui l'a démarché. Marissa l'aurait trouvé dans sa clinique qui était déjà construite et il venait faire soigner des proches à lui et lorsqu'il a trouvé le projet déjà sur place, il a trouvé intéressant, il a voulu évoluer dans le même domaine. Alors il lui a demandé si c'était possible d'aller ensemble. C'est ainsi qu'il a accepté que Marissa entre dans les actions. De l'autre côté, c'est le contraire qui est expliqué. J'ai pu entrer en contact avec l'intermédiaire qui est Lansana Silla, qui a dit clairement que c'est lui, Lansana, qui a permis à Kassapa de rencontrer Marissa. Il a été à la demande de Kassapa. La demande de Kassapa qui voulait d'un bailleur pour agrandir son projet. Alors Marissa qui entre dans les actions, ils vont voir un notaire pour modifier les statuts. Donc on modifie les statuts pour en faire une SARLU. Et donc une société à responsabilité limitée unipersonnelle. Donc il voit le notaire qui est Kandé Camara, qui modifie le statut pour changer le capital social qui au départ était à 5 millions, qui passe à 10 millions avec l'entrée en matière de Marissa, qui à son tour apporte 5 autres millions pour en faire 10 millions. Après, il y a eu d'autres actionnaires, dont l'épouse de Marissa. Marissa donne 10% de ses parts d'action à son épouse et Kassapa qui donne 5% à Lansana Silla Lazo pour l'avoir aidé à rencontrer Marissa, pour le rôle qu'il a joué dans la mise en relation avec Marissa. On lui donne 5% des parts d'action. Donc ce qui fait que Kassapa reste l'actionnaire majoritaire avec 45%, Marissa 40%, l'épouse de Marissa, Kadiatou Youssouf Kamara, 10% et Lansana Silla Lazo 5%. Jusque-là, ça va. On a pu modifier les statuts. Chacun a ses parts d'action. Et puis, on a eu l'accord en 2018 de créer une clinique médicale. L'accord a été obtenu auprès des autorités. Et ensuite, en 2019, plus précisément le 19 novembre, FAG est autorisé à exploiter sa polyclinique avec pour gérant principal Souleymane Touré. C'est-à-dire Marissa, et selon ce que j'ai pu glaner comme information,
a laissé toute la main à Souleymane Touré pour la gestion. Et donc, proprement dit, commence à travailler en 2019, plus précisément à partir de novembre. D'accord. Et donc, Souleymane Kassapa entame sa gestion jusqu'à 1 an. Jusqu'à 1 an, jusqu'en 2020. Marissa qui opère un contrôle et qui constate qu'il y a des soucis dans la gestion de la clinique. Alors, et puisque ces doutes persistaient, il a demandé à ce qu'il y ait un audit. Un audit pour comprendre comment, depuis 1 an, l'entreprise est gérée. Mais Lamine, pardon, je dis Lamine, Antoine, avant d'aller plus loin, moi je veux quand même comprendre comment la femme de Marissa s'invite dans le jeu du capital. Non, là c'est 50% qui décide de donner 10% à son épouse. Mais comment a-t-il 50%, ce que je ne comprends pas? Je l'ai expliqué au départ. Marissa, lorsqu'il a été approché, d'accord, il a accepté d'aller dans le projet. Ils sont allés chez le notaire pour modifier le statut. Donc c'était l'initiative de Kapassa et de Kassapa au départ qui avait les 5%. Il accepte de donner 50% à Marissa. Et dans son explication, Kassapa, de façon verbale, dit que Marissa lui a promis de l'argent pour entrer dans les actions. Un montant à hauteur de 2 milliards. Et une voiture. Chose qui n'a pas été notifiée. Donc ça, ce sont les propos de Kassapa qui dit que Marissa lui a promis de l'argent. C'est l'une des choses qui l'a incité à accepter d'être accompagné par Marissa. Sauf que de l'autre côté, Marissa a demandé à ce qu'un document soit fourni pour attester de cela. Jamais il n'en a été question. Ce n'est pas pour rien que je pose la question. L'information que moi j'ai, justement, c'est que la dame, l'épouse de Marissa, aurait contribué à apporter des draps au sein de la clinique, justement, et que à ce titre, son époux aurait demandé qu'elle obtienne à ce titre la 10% qu'elle prenne 10% au capital, donc à l'action, et que 5% soit aussi donné à M. Silla, qui, une fois, somme toute, sont proches de Marissa. Encore une fois, à ce niveau, il y a contradiction. Des grandes gueules. Si on peut entendre ces deux versions, ce serait dans la première version de Kassapa dit que Marissa, lorsqu'il a obtenu les 50%, il a proposé à ce que sa femme aussi aide une part d'action, parce que elle dit, elle a proposé ses services à la clinique au niveau des draps de lit. Elle a proposé qu'elle apporterait les draps de lit pour les différentes cabines au niveau de la clinique, chose que Kassapa a accepté. Après, on a modifié les statuts pour qu'elle puisse intégrer qu'on appelle la société. À cause des draps de lit. À cause des draps de lit. D'accord. Ce que ne reconnaît pas elle gagne 10%. Marissa, ce qu'il ne reconnaît pas. Encore une fois, ce sont des propos. C'est quand même curieux. Contre ceux 10% quand même, hein, pour son épouse. Pour son épouse. Et donc, de l'autre côté, avec Lansana Silla, c'est Kassapa, lui, qui octroie les 5% de ses parts d'action à Lansana Silla. De l'autre côté, c'est Marissa qui octroie 10% de lui, ses parts d'action à son épouse. Je crois que jusqu'à ce niveau, on se comprend. Et donc, il y a eu des prêts bancaires au niveau de UBA, au niveau de la BIG, la Banque islamique de Guinée, auprès de qui il y a eu des prêts pour l'extension, pour l'exécution du projet. Marissa, je l'ai rappelé tantôt, avec son apport financier, a contribué à moderniser, mais à équiper la clinique. Alors, on arrive au niveau de l'audit. L'audit a lieu entre du 15 janvier au 15 février, durant 1 mois. Marissa commandite l'audit, chose avec laquelle Kassapa est d'accord bien sûr. On fait l'audit et on constate qu'il y a des soucis par rapport à la gestion de la clinique. On constate que la gestion a été opaque, il y a eu des déperditions financières et tout cela. De quelle valeur, de quelle ampleur? J'ai pu entrer en contact avec le DAF à l'époque de C2M Group qui ont procédé à ce travail. Et de ce que l'on apprend, C2M Group Bon, je vais en venir. D'accord. Donc, C2M Group qui a effectué ce travail-là, j'ai pu entrer en contact avec le DAF qui n'a pas les chiffres exacts des montants qui ont été obtenus, sauf que c'est à divers niveaux. Il y a différentes rubriques au niveau desquelles il y a des soucis. Ils nous ont promis des documents qui vont nous parvenir aujourd'hui, parce que je rappelle que c'est le début d'une série de révélations que nous allons faire, parce qu'il y a d'autres niveaux
au niveau de l'enquête. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le constat qui a été effectué par ces deuxièmes groupes, entre janvier et février, il a été clairement relevé qu'il y a eu des soucis au niveau de la gestion financière. Il n'y avait pas de comptabilité, selon ces deuxièmes, durant une année. D'accord. Aucune comptabilité. Aucune comptabilité. De 2019 à 2020, selon le rapport de ces deuxièmes groupes, il n'y avait aucune comptabilité. C'est abusé. Donc, aucune comptabilité, on paye comment? C'est de la comptabilité. Les intrants, les fournitures, ça arrive comment? C'est le rapport qu'ils ont relevé après leur travail. Ils disent qu'il n'y avait aucune comptabilité après le travail qu'ils ont effectué. Wow. Et de l'autre côté, ils ont aussi constaté qu'il y avait une sorte de copinage dans les façons de faire, ce qui a fait qu'à l'issue de l'audit, il y a eu des décisions qui ont été prises. Puisqu'il a été constaté qu'il y a des soucis par rapport aux finances, Marissa demande à son associé de se retirer de la gestion financière, de lui laisser la main pour s'occuper de l'aspect médical. On demande à Kassapa d'être directeur médical de la clinique et on confie la gestion financière à ces deuxième groupe qui a procédé à l'audit. Au départ, Kassapa a dit qu'il était opposé. Par après, avec l'intervention, encore une fois, des proches, il a fini par accepter. Et donc, le 9 avril, le 9 mars, il y a d'abord une note d'information qui est sortie. La note d'information, elle est de monsieur le PDG de FAG, qui est plutôt l'une des associées, qui est madame Kadiatou Youssouf Kamara, l'épouse de Marissa, qui adresse une lettre à monsieur le président directeur général de ces deuxièmes groupes. Si vous permettez, je vais rapidement lire l'essentiel de cette lettre. Monsieur le directeur général, suite à votre rapport provisoire qui a relevé beaucoup de dysfonctionnements tout au niveau des finances qu'au niveau de l'administration au sein de la polyclinique FAG, nous, associés de la FAG, donnons mandat à ces deuxièmes groupes SA d'agir à nos noms et pour nos comptes, pour faire appliquer les recommandations issues des travaux d'audit menés au sein de la polyclinique FAG du 15 janvier au 15 février 2020. À cet effet, ces deuxième groupe, à travers son entité expertise et consulting, aura l'entière charge de reformer l'administration de la polyclinique FAG afin de la moderniser dans le but de répondre à nos inquiétudes d'une part et à d'autre part d'offrir de meilleurs services aux usagers dans l'aspect des standards. Donc bref, on responsabilise ce deuxième. Mais au niveau de la signature, vous voyez bien qu'il y a 3 signataires, voire même 4. Les 4 actionnaires ont signé. D'accord. Vous avez d'un côté Souleymane Touré qui a signé cette lettre, qui accepte la mise sous tutelle de la clinique. On a M. Sila Lansana qui a signé, qui est aussi actionnaire à 5%. On a M. Abaka Kamara, actionnaire à 40%, qui a aussi signé, et puis Madame Kamara, Kadiatou Youssouf Kamara, qui a aussi signé. Donc les 4 signataires, les 4 associés sont d'accord pour la mise sous tutelle de la clinique. Il y a une deuxième lettre qui sort. Et cette lettre, c'est une lettre d'information adressée à monsieur le directeur général de la polyclinique, qui est Souleymane Touré, le docteur, à qui on dit, par la présente, je vous informe de la mise sous tutelle de la polyclinique FAG suite au mandat de l'ensemble des associés. La mise sous tutelle de la polyclinique FAG permettra de fiabiliser la gestion administrative et financière. Donc, ça, c'est signé de Marissa, le PDG de la polyclinique, qui l'adresse à Souleymane Touré, le docteur, pour lui signifier que désormais, la société est mise sous tutelle. Après, il y a une note de service qui sort, la première note, dans laquelle... Ça peut pour informer le personnel. Il y a des nominations. Ah, d'accord. Il y a des nominations suite à la lettre d'information envoyée à la polyclinique FAG ce vendredi 13 mars pour sa mise sous tutelle dans le but d'une part de corriger les nombreux dysfonctionnements relevés par l'audit et d'autre part de répondre aux inquiétudes des associés. Le président directeur général nomme les cadres ci-après. Docteur Touré Souleymane est nommé directeur médical de la FAG. Monsieur Souma Mohamed Aïssata, précédemment auditeur chez C2M Expertise et Consulting, est nommé directeur administratif et financier de la FAG. Donc ce sont les réformes qui entrent en ligne de compte. Donc, puisqu'il y a eu entente pour qu'il y ait changement au niveau de la gestion financière, on nomme monsieur Mohamed Aïssata comme directeur financier de la FAG. Il prend fonction et commence à travailler. Jusqu'ici, Souleymane Touré accepte que ce deuxième groupe commence son travail, commence à s'occuper de la gestion financière. Le travail se poursuit jusqu'à ce que Kassapa, Dr Kassapa Souleymane Touré, s'oppose à la gestion de ce deuxième. Il reproche à ce deuxième d'être
proche de Marissa, de l'associé Marissa, à qui il reproche d'avoir recruté son cabinet pour auditer sa gestion. Il a reproché à C2M d'avoir un parti pris dans le travail qu'il a effectué. Et je cherche juste la lettre qu'il a adressée à C2M pour le recuser. Et dans sa lettre, il y a un passage qui m'a interpellé, parce qu'il indique clairement dans sa lettre que C2M a fait preuve d'impartialité. Là, à ce niveau... De partialité. D'impartialité. C'est le terme qu'il a employé. Il voulait dire, et je pense qu'il a voulu dire partialité. Et je me dis qu'à ce niveau, il y a un souci. Et donc, je rappelle juste le passage. Parce qu'à ce niveau, la lettre est adressée à monsieur le directeur général de C2M Group SA. Et l'objet, c'est opposition et reddition de comptes. Et au niveau du paragraphe 2, en effet, la société C2M Group, dont l'un des associés est associé de la polyclinique, ne peut pas être juge et partie. Et cette société a fait preuve d'impartialité dans la gestion de la polyclinique FAG suite à une prétendue mise sous tutelle de cette dernière. Donc, Souleymane Touré, docteur, recuse C2M pour partialité. Je crois que c'est ce qu'il a voulu dire. Pour partialité dans la façon de faire. Donc, il y a des discussions qui ont lieu à l'interne entre associés, il y a des assemblées générales qui ont lieu extraordinaires et ordinaires en vue de trouver un terrain d'entente. Et il y a eu une première assemblée générale, une deuxième. Il y en a eu une le 3 avril, parce qu'elle a été déterminante, c'est pourquoi je la rappelle. Et à ce niveau, il a été décidé que les différents actionnaires associés se retirent complètement de la gestion de la clinique. D'accord. C'est-à-dire, à l'issue de l'Assemblée générale, il a été décidé que tout le monde se retire de la gestion pour la confier à un cabinet, encore une fois, indépendant. Parce que, vu la récusation de Souleymane Touré, C2M a fini par se retirer. Après quelques mois de gestion. Lorsqu'ils se sont retirés, encore une fois, après l'Assemblée générale, Kassapa n'a pas signé dans le document. Tous les actionnaires ont signé, sauf Kassapa. Il n'a pas signé le procès verbal. Le procès verbal. Et il se trouve que lorsqu'on fait la totalité des actionnaires de la société, Kassapa devient minoritaire lorsque Lazo, Silla et Kadiatou, Touré et Camara se mettent du côté de Marissa. Tous trois ont 55% des parts d'action et Kassapa se retrouve avec 45%. Donc, si individuellement, il est actionnaire majoritaire, lorsque d'un côté, les trois actionnaires se mettent ensemble, il devient minoritaire. Et donc, les trois ont signé dans le procès verbal ce qu'on n'a pas fait, qu'on appelle Souleymane Touré. Et donc, après cette assemblée générale, Kassapa a continué à protester en disant que il y a un conflit d'intérêts dans ce qui est en train de se passer. Il y a un associé qui utilise ces entités pour contrôler sa gestion et tout cela. Il n'est pas d'accord. Mais malgré tout, le retrait tel qu'annoncé des associés n'a pas été appliqué tel que m'a expliqué Kassapa dans la gestion de l'entreprise. Ça continue ainsi jusqu'à ce que Intelac entre en action. Intelac, c'est un autre cabinet qui a pris la place de C2M Group. Et sauf qu'Intelac, à ce niveau également, il y a un souci. Intelac Consulting est dirigé par un certain Camara, Papi Camara. C'est le nom qu'on a pu me donner. Papi Camara serait encore une fois lié à Marissa, l'autre actionnaire. Et donc, à ce niveau également, Kassapa dit s'opposer à recrutement de Intelac Consulting pour la gestion de la clinique, parce qu'encore une fois, Intelac serait proche de Marissa, chose que celui avec qui j'ai causé Camara n'a pas nié. Il a dit, c'est vrai qu'il connaît Marissa, ils se connaissent bien, mais il ne vient pas pour prendre fait et cause pour Marissa, il vient travailler en tout professionnalisme, et sans aucune rémunération. Ils ont fait leur travail qui a relevé beaucoup de couacs. Je vais juste relever quelques couacs qu'ils ont notés dans le travail qu'ils ont fait. Dans le rapport d'Intelac, il ressort quelques défaillances que j'ai pu noter ici. Intelac a relevé qu'à son arrivée, il y avait 86 travailleurs à son arrivée, et avec une masse salariale de plus de 200 millions de francs guinéens. Après épuration et travail interne effectué, ils se sont retrouvés avec 43 travailleurs.
au sein de l'hôpital. Et la masse salariale est passée de plus de 200 millions à 110 millions de francs guinéens. Ils ont relevé qu'il y a eu la démotivation du personnel soignant. Il y avait un salaire énorme au niveau de certains médecins qui avaient pratiquement 10 millions comme salaire et qui ne venaient qu'une seule fois dans le mois ou qui ne venaient pratiquement pas à la clinique. Et il y avait également une gestion opaque des stocks à la pharmacie. Les commandes de produits avaient pris des destinations inconnues. Il y avait également des assurés dont les activités étaient fictives. Ils ont relevé qu'il y avait des fraudes la nuit. La nuit, par exemple, il a été relevé que des médecins recevaient des patients de façon frauduleuse sans passer par l'accueil, alors que c'est l'accueil qui est la tour de contrôle qui établit parfois, qui reçoit les malades et qui établit les différentes factures et autres. Et des malades viendraient à la clinique sans passer par cette procédure-là, en allant directement voir les médecins qui établissaient eux-mêmes leurs factures et qui prenaient l'argent par devant eux. Maintenant, l'un des problèmes. Et ils ont surtout noté qu'il y a des factures impayées qui sont dues à ces actionnaires. C'est ce à quoi j'allais en venir. Il se trouve que Kassapa reproche à Marissa, l'autre actionnaire, de devoir à la clinique plus de 2 milliards de francs guinéens. Et cela parce que Marissa aurait recommandé des patients à la clinique sans s'acquitter. Pour lui, des patients, des ministres, des membres de l'équipe gouvernementale, de l'État et de la famille. Des travailleurs de la direction des impôts et tout cela. Et il dit, quand il évalue les montants de cette facture-là, le tout se lève à 2 milliards. J'ai demandé des documents, j'ai pas pu avoir ces documents-là. Après, le cabinet Intella Consulting, après son rapport, m'a indiqué qu'ils ont reconnu que les actionnaires doivent à la clinique. Marissa devrait à la clinique. Ils ont parlé de 500 millions de francs guinéens. Kassapa également devrait à la clinique à hauteur de 300 millions. C'est-à-dire de part et d'autre, chaque actionnaire a envoyé des malades pour se faire soigner sous couvert. Et donc aujourd'hui, la clinique est endettée jusqu'au cou. Elle doit aux banques plus d'1 milliard de francs guinéens et aux fournisseurs externes plus de 1,5 milliard. Et elle doit des salaires. On doit des salaires. De l'autre côté, Marissa, j'ai pu échanger longuement avec lui, il a beaucoup investi dans la clinique. Il a beaucoup investi et il pense que sa confiance a été abusée. Et il a investi 100 pièces. Sans pièces d'identité, un économiste qui investit plusieurs centaines de millions, 100 pièces. Bon, pas à tous les niveaux, parce qu'il y a des traces de certaines de ses dépenses qu'il a eu à effectuer. Il dit que sa confiance a été abusée par son jeune frère à qui il avait placé toute une confiance. Il a investi énormément d'argent, sauf qu'il n'y a pas eu de retombées dans ce qu'il a investi. Kassapa, à qui on aurait promis une voiture, a bien reçu une voiture provenant d'un parc automobile, sauf que ce véhicule-là, dans lequel il roulait, selon ce qu'il nous a expliqué, on l'a débarqué de son véhicule au niveau de la corniche à la Kamayenne. C'est le gérant du parc qui a emmené des policiers pour le sortir de la voiture, parce que la voiture n'aurait pas été payée de façon complète par Marissa. Et donc, il dit également, lui, à son niveau, les promesses qui lui ont été faites n'ont pas été respectées par son associé. D'accord. Il y a assez d'éléments qui rentrent en ligne de compte, sur lesquels on va revenir la prochaine fois, parce qu'il y a une grève, il y a un souci avec quelques membres du personnel qui réclament des salaires impayés à hauteur pour plus de 6 mois pour certains. Et donc aujourd'hui, la clinique, je ne veux pas employer le terme de faillite, la clinique a un souci de gestion, elle est presque en faillite. Parfait. Et donc les deux associés, d'un côté, Kassapa demande à ce que tout le monde se retire pour confier la gestion à un cabinet indépendant. Marissa, à son niveau, a envie que les choses se fassent autrement. Il veut voir clair dans la façon dont la clinique a été gérée pour ne pas que son investissement reste néant. Et donc, aujourd'hui, les deux hommes sont dos à dos. Il y a un souci véritable et par rapport aux médiations qui ont été faites qui n'ont pas abouti et par rapport à la justice, parce qu'ils sont sur le point d'aller en justice. Le dossier sera en instruction. On va revenir sur d'autres informations par rapport à les dossiers complémentaires qu'on doit recevoir. Mais ce qu'il faut dire clairement, il y a eu de part et d'autre par rapport aux associés, il y a eu une certaine légèreté par moment chez certains actionnaires
sur la base de la confiance placée à l'un et à l'autre, il y a eu justement sur le commentaire, justement, on entendra les collègues tout à l'heure. Longue enquête de Antoine, longue restitution aussi, vous l'avez vu. C'est donc un dossier d'associé qui a très mal tourné. On verra bien comment tout cela va se dénouer. Juste après cette virgule, on poursuit cette émission. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre. On revient donc dans ce studio après ce dossier que nous présente Antoine Kourouma et sur lequel dans les jours à venir, pourquoi pas, nous reviendrons. On espère justement que l'on puisse avoir le fin mot de cette histoire. Qui des deux a grugé qui? Mafoudia, en une minute, parce qu'on n'en a plus beaucoup. Allez-y. C'est là en fait la principale question. Qui des deux a grugé l'autre? Parce que c'est une belle collaboration qui était partie. Il y a eu de l'investissement. On a un médecin qui avait l'idée, qui avait un peu de moyens, mais qui n'avait pas suffisamment pour faire de son rêve une grande réalité. Et il a trouvé un actionnaire. Mais au fil du temps, justement, il y a eu des éléments, mauvaise gestion, d'abord du côté de Cassapa. Déjà, c'est sur la répartition des parts qu'il faut poser la question. Comment l'épouse, toi, après on se retrouve dedans, moi c'est quand même curieux. En fait, là, moi, comment j'explique parce que l'idée n'a pas de prix, hein. En fait, ce que j'explique là, c'est que on a cette facilité par moment, et c'est bien dommage venant d'un homme, d'un économiste comme Marissa, de savoir que quels que soient les liens de parenté, quand vous avez un projet, il faut aller sur les bases de la loi. Vous avez des documents, vous les signez, vous donnez le rôle de chacun et vous partez. Maintenant, ce que je veux dire rapidement, ce qui nous met dans le doute, par exemple, quand on prend Cassapa, nous apprenons également que c'est quelqu'un, imaginez un docteur qui a aujourd'hui pu réaliser un hôtel du côté de Fouré-Caria. Ce sont des arguments, par exemple, de Marissa. C'est un médecin, c'est un de nos élus, il était député à l'Assemblée nationale. Il aurait bénéficié du soutien de Marissa. Donc, où est-ce que ça ne va pas réellement? Est-ce que, effectivement, comme Marissa le dit, Cassapa a abusé de la confiance? Au lieu de travailler pour que l'hôpital avance, il est parti faire ses propres investissements. Effectivement, nous manquons... Non. L'hôtel est antérieur à cette il y a eu des travaux, voilà. Il y a eu des travaux à l'hôtel qui sont venus après l'hôpital. En fait, ce sont des arguments de Marissa, je l'ai bien dit. C'est pourquoi je te rejoins effectivement, Tamba. Il y a des questions qui n'ont pas encore de réponse pour le moment. Comme on reviendra là-dessus, tant mieux, mais pour le moment, on n'a pas des éléments pour certifier qui a grugé l'autre. Juste une seconde avant de partir avec Caps. Bien avant de parler de cet actionnariat, moi je me pose une question. Vous m'imposez la question, vous donnez des milliards, Marissa, où se trouve la traçabilité? Qu'est-ce qui mais lui-même l'autre question que tout ça, lui-même il les prend où? Justement, il les prend où? C'est ça mon fonctionnaire de l'État. C'est un fonctionnaire de l'État. Un fonctionnaire de l'État et par sur quoi un département aussi important dans l'architecture de l'État, parce que les impôts, c'est là en fait quand on a une politique fiscale en place, c'est là on prend l'argent pour investir soit dans les dépenses de consommation ou d'investissement. Où il a pris cet argent-là? Un agent public quand même qui investit dans un hôpital. Est-ce qu'on veut parler? Il achetait ça. Est-ce qu'on veut généreusement? Justement, est-ce qu'on peut parler de blanchiment d'argent avec cet hôpital? Moi, je me pose cette question. Il faudrait même que l'agent judiciaire s'intéresse à cet hôpital. Avec la CRIEF s'intéresse à ça. C'est un agent public de l'État. Vu son salaire, est-ce qu'il a la capacité d'être actionnaire dans une telle entreprise, sachant qu'on est dans le domaine médical où c'est très coûteux. Même l'État aujourd'hui traîne les pieds par rapport aux hôpitaux CHU. Donc un individu comme ça qui prend l'argent de l'État pour investir dans un hôpital, moi c'est pas l'actionnariat mon problème, mais d'où vient ce là, sachant qu'il est un agent public? Très bonne question. De toute façon, on sait qu'en Guinée, les fonctionnaires sont les plus riches. Hein. Mon cher Caps, oui, c'est ouvert. Ok, oui, voilà. Je voulais la chose que en écoutant les propos, l'enquête d'Antoine, il y a quand même un facteur très important qu'il faut relever et qui doit inspirer même tous les autres. La décision de se lancer en affaires avec un individu, cette décision, elle est aussi importante que le choix de son époux ou de son épouse.
on ne se lance pas en affaires, on ne décide pas d'aller en actionnariat avec quelqu'un parce que tout simplement cette personne a les moyens, a l'argent à mettre à notre disposition. Je pense que l'une des premières erreurs peut-être qu'a pu commettre ce médecin-là, c'est sur le choix d'abord du partenaire qu'il a choisi pour aller en actionnariat. En fait, ce que tu dis est tellement pertinent. Le monsieur, il a son idée. Oui. Parce que en entreprise, l'idée est précieuse. Ensuite, il commence, mais il veut étendre la chose. Il a besoin d'aide. On a écouté la démonstration de Antoine qui a quand même fait le tour d'horizon de la question. Mais ce que Kassapa dit, et si ça se confirme, et c'est là-dessus que les questions se posent, une épouse et un ami proche, il ne faut pas s'attendre en décision, s'il y avait un conseil autour de l'entreprise, il ne faut pas s'attendre à ce qu'eux, ils aillent contre toi. Ça a un cumul de parts en faveur de Marissa. Effectivement, donc toutes ces choses-là ont été une erreur de la part de ce docteur-là qui a reparti les parts sans pour autant tenir compte d'un certain nombre de Malheureusement, je pense qu'il n'aura ses yeux que pour pleurer. Finalement, il n'a que ses propres yeux pour pleurer. Mais l'autre chose également qu'il faut relever là-dedans, qui à mon sens est très important, c'est le fait de la gestion même de la clinique. Il est important que je ne peux pas comprendre qu'un économiste de la trame de Marissa ne puisse pas mettre en place un système de gestion qui puisse clarifier toute la gestion. Et aujourd'hui, on sait que ce n'est même pas, c'est après la première année. Et en principe, une entreprise comme ça qui est mise en place à la fin de chaque année, on soumet quand même l'entreprise à un contrôle où un expert comptable se saisit des dossiers pour analyser, pour pouvoir mettre les situations en fin de compte, pour qu'enfin on puisse savoir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière. 30 secondes chacun, les gars. On me demande d'arrêter à quelques secondes. Allez-y. Voilà, je voudrais tout simplement dire qu'en matière d'affaires, qu'en matière d'entreprise, il est possible d'avoir ses amis, sa famille, mais à condition de clarifier les choses dès le départ, parce que il y a le droit, il y a la famille, mais il faut que les rôles soient situés dès le départ. Alors ici, je relève des problèmes de gestion, des problèmes de management, et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas respecté les procédures dès le début, parce que on peut mettre, lorsqu'il y a des fonds qui sont engagés, on peut mettre des bordereaux de livraison, des bonnes sorties. Tout ça, ça permet d'avoir une certaine traçabilité. Donc, mais ce sont des problèmes de management qui sont là, qui se posent. Mais je pense qu'ils ont failli. Le terme n'est pas moins fort. Pas de comptabilité après le travail du cabinet des EM. Si c'est le cas, c'est vraiment grave. Ce que nous apprend Antoine Kourma ce matin, Daouda. Oui, moi c'est une polyclinique que je connais un peu pour y avoir administré. 20 secondes. Oui, j'ai 20 secondes. Alors, pour y avoir amené une fois mon grand frère qui, par fini, s'est retrouvé à l'hôpital Sino-Guinée et qui en est parti. Donc, je connais un peu cette polyclinique. Mais cette affaire nous amène à voir en clair comment même la chose publique est gérée. Même la chose publique, comment elle est gérée. Parce que on ne peut pas comprendre qu'un directeur national des impôts qui entre en affaire avec un autre cadre et qu'il n'y ait pas de traçabilité dans un certain nombre de faits. Et quand on parle d'hôtels que Souleymane Touré et Kassapa auraient du côté de Fourekaria et que cela viendrait ou proviendrait de la gestion de la clinique, je me dis que cet hôtel que je connais est antérieur quand même à cette polyclinique. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, il avait d'autres actions, il a rappelé Antoine, il a travaillé à Rio Tinto et autres, mais c'est un peu le sérieux qui n'a pas quand même caractérisé la mise en action de tous ces cadres, comme pour dire que si nous devons compter sur les cadres comme ça pour la gestion de la chose publique, c'est qu'on est mal barré. On est mal barré. Dans la deuxième partie de cette émission, nous irons en Côte d'Ivoire. Papitou, l'humoriste, prendra la parole. Et puis la souffrance de Joma Media sera entendue ce matin avec Aboubacar Condé et puis Djiba Milimounon pour clore cette émission. Nous l'entendrons dès l'ouverture de cette émission. Restez avec nous. On se retrouve dans seulement 9 minutes. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99.
Les grandes gueules sur Espace. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée. La seule façon d'y remédier est de briser le silence, d'en parler. Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies. Si vous êtes concerné ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences, contactez l'OPROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. La BSPPV, Brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables. Ou les organisations de défense des droits de l'homme. Appelez au 116 ou l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Au 623 87 97 97. Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes vulnérables en association avec le groupe Adafo Média. Radio Espace, Sweet FM, Espace TV, Calac Radio, Calac TV, Espace Région, Adafo Régie, Adafo Events. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Vous avez une voiture en panne sur la route? Pensez tout de suite à NCA Assistance Auto. Un service dépannage disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Plus qu'un service dépannage, NCA Assistance Auto vous assure une assistance remorquage véhicule, une assistance panne résorbable, une assistance près de véhicule et une assistance comme Health Safe Borders. Retour à la maison des personnes à bord. Souscrivez NCA Assistance Auto et roulez assuré. NCA s'occupe de tout. NCA, le vrai visage de l'assurance. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux.
NCA Sonoya, un service à votre disposition pour faciliter vos souscriptions et recevoir vos contrats d'assurance où vous voulez. Rien de plus simple. Enregistrez les numéros 666 18 12 82 ou 621 47 84 79. Ensuite, envoyez-nous vos requêtes sur les mêmes numéros via WhatsApp. Commencez à suivre des instructions du robot en appuyant sur les chiffres 1 ou 2. Pour effectuer votre paiement, vous avez deux options, par code marchand Orange Money au 17 04 14 ou par MTN Moment au 666 18 12 82 et faites-vous livrer votre contrat où que vous soyez. NCA Assurance, immeuble NCA, boîte postale 5884, avenue de la République, Kaloum, Conakry. Retrouvez-nous sur internet en vous rendant au www.groupenca.com ou nous écrire par mail au nciaguinée@groupenca.com. NCA, le vrai visage de l'assurance et de la banque. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal. À jamais première. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue et surtout les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Les talentueux ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée. Depuis 15 ans, vous l'avez adopté en terre guinéenne. Radio d'actualité, de divertissement en continu, Radio Espace offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d'information qui développent, analysent et décryptent tous les thèmes de l'actualité internationale et nationale et propose une véritable ouverture sur le monde. Pour fêter ses 15 ans en grande pompe, retrouvez-nous très bientôt à Dakar. Radio Espace Sénégal sur 99.9 à Dakar. Très bientôt. Très bientôt. Radio Espace Sénégal.
à jamais première. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue et surtout les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. Retour donc dans ce studio pour la dernière partie de cette dernière représentation des grandes gueules avec les amis. Vous avez suivi ce dossier d'enquête porté par Antoine Kourouma sur la clinique FAG qui met aux prises Marissa Camara, ancien directeur national des impôts. On est largement revenu là-dessus et c'est pas un dossier clos. Nous reviendrons là-dessus et pourquoi pas sur tous les dossiers justement qui incriminent des acteurs de l'État, des acteurs majeurs de l'État, s'ils ont privatisé un véhicule de l'État et que on les en a tirés en pleine circulation, justement. C'est autant de sujets qu'on va vous rapporter. Ici, on poursuit cette... malheureusement, bon, on allait finalement la régie qui s'y ramène avec lecture de quelques messages. Je vais le faire rapidement. La régie, c'est quand vous êtes prêts. Vous savez, je préfère la lecture avec vous, que l'on aille ensemble avec ce premier. C'est Youssouf Mario Godze Camara qui nous a écrit bonjour Tamba et à toute l'équipe des GG. La régie, c'est quand vous êtes prêts, s'il vous plaît. Je pense pour lutter contre la corruption dans notre pays, la solution doit être une prise de conscience accompagnée de sanctions exemplaires pour donner l'exemple. Le CNRD ne doit négliger aucun détail. Non, c'est Boubacar Seleyabé qui nous écrit bonjour les GG. Je me demande comment est-ce qu'un économiste peut se laisser berner de la sorte. Sinon, en matière d'argent, dès que le montant dépasse 7500 francs guinéens, il faut un papier. Mais vous savez, c'est le hacké qui les suive. Le bien mal acquis ne produit jamais. Merci Boubacar. Fadiga Aboubacar nous écrit aussi bonjour Lamine. Non, ce n'est pas Lamine. On ne peut pas détourner l'argent public pour aller investir ailleurs, que cette entreprise est capable de faire le progrès, jamais plus grand, jamais, voilà, car Dieu ne dort pas, il sait faire la justice, les biens mal acquis, ne profitent jamais, j'allais dire mal acquis. Et puis, Habib Orekoubiso nous écrit « Salut Tamba et à toute l'équipe des GG de ce matin. Au fait, la prison est un lieu d'insertion professionnelle. » Ah bon ? D'accord. Pour un prisonnier, non un lieu de mouroir pour lui, signé Habib Orekoubiso, l'enfant de Dinguiraï qui nous écrit depuis Cancan, Nabaya. On poursuit lecture de ces messages, la régie avec vous, c'est quand vous voudrez. Eh ben, ça stagne. Ibrahim Assouri Kouyaté nous écrit dans certains pays, le rôle de la prison est entre autres de protéger la société contre les individus dangereux. Au-delà de la privation des libertés, elle favorise aussi leur réinsertion afin de prévenir le risque de récidive. Mais chez nous, c'est tout le contraire. Lamine Harlem Fofana Oulada nous écrit aussi bonjour les GG. Le président de la transition doit regarder le secteur éducatif car jusqu'à présent il y a certaines sous-préfectures qui n'ont pas d'enseignants alors que l'année scolaire avance.
On poursuit, lecture des messages s'il en est. L'univers Sultan nous écrit aussi. Bonjour Tamba et à toute l'équipe des GG. Je vois les gens dire de dégeler les comptes de ceci et cela. Mais Tamba, est-ce que le CNRD a fini de faire ses enquêtes? Ici, si nous voulons le changement en Guinée, nous devons accepter les fouilles partout où il y a besoin. D'accord, mais clarification, transparence dans la démarche, ce n'est pas trop demandé. Mamadou Dioué Diallo France qui nous écrit à lui. Il le dit, hein, il sans réserve pas, il nous écrit de la France. Salut les GG. Espérons cette fois que le commandant AOB aura cette grâce car la Cour suprême a cassé le pouvoir, le pourvoi, je crois qu'il voulait dire, le pourvoi, car c'est non fondé juridiquement, donc le dossier doit impérativement être renvoyé aux juridictions inférieures afin d'étudier à nouveau. Jusqu'à présent, rien. Il n'y a rien. Voilà, je pense qu'il voulait dire. MTB le diplomate nous écrit aussi. Bonjour les GG, le colonel Doumbouya avait promis que désormais la justice serait la boussole de chaque citoyen. Mais je crois que le peuple reste encore sur sa fin AOB, étant un prisonnier politique de M. Alpha Condé. Il aurait dû être libéré aujourd'hui. Et l'on poursuit. Tierno Idrissa Diallo. Bonjour Tambay à toute l'équipe des GG. Maintenant, nous avons eu un autre inspecteur Colombo qui est Antoine Tamba. J'encourage vraiment le colonel et son équipier à bien mener les audits qu'il avait promis. On est impatient. Tierno Idrissa Diallo depuis Ziguinchor au Sénégal. Il nous a écrit d'ailleurs, nous avons un Sénégalais parmi nous. Voilà, ce message avait déjà été lu. Est-ce qu'on peut aller à un autre de la régie? Voilà, c'est tout pour cet endroit. Le temps nous presse, on va donc rapidement avancer. Mais Tamba, comment Macky Sall a pu collaborer avec quelqu'un sans trace ni quelque chose qui peut justifier? C'est Lamarana Yembarin qui nous écrit. Les messages, les trop longs, on ne pourra pas les lire malheureusement. Bonjour Tamba, c'est Abdul Karim Moulouba. Que cette enquête démontre encore une fois de plus la malhonnêteté de certains cadres qui sont foncièrement irrécupérables dans la mauvaise gestion. Par contre, je plaide pour la libération du colonel Mamadou Alpha Bari. Mamadou Alpha Bari, dossier complexe par ailleurs. Bonjour Tamba, sous Alpha Condé, ses proches se sont illicitement enrichis au détriment des Guinéens. Le CNRD ne doit pas s'arrêter au limogeage de ces gens-là. Il faut les poursuivre et récupérer notre argent. Le RPG est venu au pouvoir avec des pauvres. Il quitte avec des milliardaires. Pendant ce temps, la population est l'une des plus pauvres de la planète. Il faut, nous dit-il, récupérer notre argent. Maki Premier de Dar es Salaam, coordinateur de Sicora, UFDG, il le dit si bien, bring back our money, c'est ce qu'il nous dit ce matin. Diba, on va enchaîner avec vous plus rapidement sur ce dossier, l'agent judiciaire de l'État qui a finalement passé la main à un autre sur ces entités de l'État qui doivent des comptes finalement. Voilà, donc nous parlons de ces dossiers sulfureux. Vous vous souvenez, après la prise de pouvoir par le président de la transition, Mamadi Doumbouya et son équipe, il avait décidé de prendre une mesure conservatoire. Donc c'était une mesure qui s'est traduite par le gel des comptes de certains départements ministériels, des régies et des établissements publics à caractère administratif et financier. Donc avec le gel, une mesure conservatoire pour faire l'état des lieux. Et à un moment, les gens ont dit, bon, il fallait dégeler certaines entités parce que, par exemple, les dépenses de consommation, les salaires, les soldes, les consommables, il fallait les permettre de mener quand même des activités courantes. Donc c'est ce qui a amené à l'époque le président de la transition à dégeler certaines entités, sauf que Tamba, on dégèle ces entités, ils profitent de cette période pour sortir de l'argent. Et cet argent n'a jamais été justifié. Donc ainsi, l'agent judiciaire de l'État, qui est l'avocat de l'État, s'est mis sur ces dossiers. Il s'agit du dossier du port autonome de Conakry, avec l'ancienne directrice, Madame Haribo, qui est déjà partie. Donc il faut rappeler que pour le port autonome de Conakry, on parle d'une somme d'1,62 milliard juste seulement la période de septembre et octobre. Donc sur la période de septembre et octobre... Et c'est pas tout septembre, je crois que c'est à partir du 14 septembre. Oui. Justement. Alors ça nous fait pratiquement 3 semaines. Donc sur 3 semaines, elle a pu sortir la somme d'1,62 milliard. Alors, ils l'ont demandé des justifications. Comment une telle somme, dans une période de dégel pour vous permettre de fonctionner, comment expliquez-vous une somme aussi importante? Alors, elle a apporté des fiches au niveau de l'agence judiciaire de l'État selon notre source.
Et au niveau de ces sommes, il y a deux volets. Il y a la prime pour Maouloud et la prime de scolarité. Alors, dans un État, quand même, lorsqu'on parle de prime de Maouloud, est-ce que ça repose sur une base légale? Est-ce qu'il y a un acte réglementaire qui prévoit qu'à la fin, à l'occasion de Maouloud, qu'on puisse donner de l'argent aux travailleurs? Alors, ils ont demandé de fournir des documents, des justifications. Elle a envoyé une fiche simple pour dire, par rapport, par exemple, à la prime scolaire au titre de 2021, à l'ordre du caissier principal du port autonome de Conakry. Sur les dépenses, il y a toute direction qui s'élève à 491 200 000 francs guinéens, dont aux occasionnels. On l'a demandé, qu'est-ce que vous entendez par don aux occasionnels, et n'a pas apporté d'explication devant le comité de l'agence judiciaire de l'État. Alors, don aux occasionnels, c'est 15 200 000, dont aux vigiles et agents de nettoyage, 5 millions, dont aux personnes de la météo et assistants, 6 500 000, ce qui nous fait 517 900 000. On parle de dons sur l'argent public de l'État. Et plus loin, il y a aussi la prime de Maouloud, au titre toujours de 2021, sur le mois de septembre. Toute direction, on parle de 460 500 000, dont aux occasionnels 15 200 000, dont aux vigiles et agents de nettoyage 5 millions, dont au personnel de la météo et assistants 6 500 000, ce qui nous fait 487 200 000. Bref, de l'argent public distribué partagé. Comme des dons. Vous l'avez dit l'autre fois, il y a à boire et à manger au niveau du port autonome de Conakry. Donc l'argent public de l'État, on prend, on distribue comme ça. Maintenant, on lui demande, on dit, madame, vous avez sorti 1 milliard 62 350 000 juste sur la période de septembre. Au moins, on a dégelé. À moins d'un mois. À moins d'un mois. Le président même s'est senti défié. Il a dit, j'ai dit, je vais moraliser la vie publique, je dégèle. Et les gens profitent de cette occasion, malgré mon discours, pour sortir de l'argent. Alors l'agent judiciaire de l'État a été mis sur le coup. Et il se trouve qu'on a demandé d'abord à madame d'apporter le nom et les numéros de téléphone de ces personnes. Donc ce sont en fait des personnes fictives. Ces personnes, les personnes ne sont pas identifiées. Il n'y a pas de pièce d'identité. Il n'y a pas de numéro de téléphone. Au port autonome de Conakry. Au moins pour les appeler, pour confirmer effectivement, est-ce que vous avez reçu une telle somme? C'est une femme, non? C'est une femme qui est la directrice. Justement, madame Haribo. D'accord. Madame Haribo. Donc ils ont demandé à madame Haribo et le staff. Parce que dans nos sociétés, une femme n'est pas dans la magouille. Justement, souvent ce qu'on dit, et c'est pourquoi on confie souvent des portefeuilles tels que les finances, le budget aux femmes dans certains pays. Allez-y, Diba. Donc, et je ne suis pas en train de tomber dans un débat. Tu n'as aucun problème. Justement, il faut l'éviter. C'est moi qui l'ai dit. Alors, on demande à madame de fournir des pièces. Il n'y a pas de nom, pas de numéro, pas de pièce d'identité. Donc ce sont en fait des personnes fictives. D'où l'argent est parti. Jusqu'à date, la directrice du port autonome de Conakry n'a pas su le justifier. Donc on ne sait pas l'argent aller dans la poche de qui. Donc on parle d'1 milliard 62 350 000. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque l'agent judiciaire de l'État a fait une communication sur la télévision nationale, nous-mêmes on a dit qu'en droit, la forme commande le fond. Il n'aurait pas dû communiquer parce que les personnes continuent à bénéficier de la présomption d'innocence. Même si le fait est établi, il faut attendre d'abord le procès. Et à date, nous apprenons depuis avant-hier, nous apprenons finalement que l'agent judiciaire de l'État a porté plainte au niveau du tribunal de première instance de Kaloum contre Madame Haribo et son comptable. Donc la plainte est déjà arrivée et j'en suis sûr, le procureur près du tribunal de première instance de Kaloum va faire une communication sur ce dossier. Et plus loin, vous avez aussi le dossier de l'ANSS. Diba, merci pour ce premier bout. Permets-moi que nous allions en Côte d'Ivoire, puisqu'ils sont déjà sur le point d'embarquer pour Conakry. On le connaît sous le nom de Papitou, qui s'adresse dans ce qui fait de l'humour, avec une voix d'enfant, vous le connaissez si bien. D'Abidjan, Papitou est en ligne. Bonjour Papitou. Bonjour tonton. Jean-Henri Deschamps, comment ça va Papitou? Ça va. D'accord. Je suis à l'aéroport avec Priska. D'accord. Vous êtes à l'aéroport avec qui, vous dites? Avec Priska. Je suis avec Priska. D'accord. Et qui veut poser la question? Je vais venir tout à l'heure. D'accord. Allez-y, mon cher Daouda. Alors, Papitou, vous êtes en destination pour Conakry. Dites-nous, qu'est-ce qui vous motive tant à être à Conakry pour passer les fêtes de fin d'année? Pourquoi tu viens à Conakry? Je viens à Conakry par rapport au match de Gala. Non, moi, je suis venu tuer, je suis venu gâter le prêt pour mes fans de Conakry. Je suis content, c'est ma première fois d'aller en Guinée.
Mais il est venu gâter le coin là-bas. Avec Priska. Papitou, avec Priska, tu viens gâter le coin, mais à Conakry, il y a des gens qui sont forts. Hein. Ici, ils peuvent faire des choses sur toi. C'est qui ça? Ici, tu connais pas Sopedro, tu connais pas tous les autres, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, mais moi, il a gâté le coin. Il ne met pas à moi. Alors, Papitou, et puisque tu viens à Conakry, tu sais quand même qu'on a un manque de pampers actuellement à Conakry. À la manque de quoi? Pampers. Pampers. Oui, parce que des couches pour les bébés. Ouais. Mais moi, il a envoyé la chaleur. D'accord. Papitou, est-ce que le président Bédier est avec vous? C'est avec une joie énorme. Je viens à Conakry pour la démocratie en Afrique et révolutionner l'Afrique au firmament de toutes les nations. Donc, je demande aux Guinéens et aux Guinéennes de venir nombreux pour ce spectacle d'envergure. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut entendre le président Alassane Dramane Ouattara? Ado, c'est comment, les ponts là? Tout à fait, je suis Alassane Ouattara. Je viens en Guinée sur l'invitation de Nouméa, mais je viens pour faire la paix avec tous les Guinéens. Et je viens pour casser la baraque. Et Adama Daïko? Tu as marié. Je viens pour casser le coin. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme, mais si on entendait le président Laurent Gbagbo, il y avait Simone. Comment tu as fait pour abandonner Simone Gbagbo là? Ouais, mais c'est Adama Daïko. Gbagbo dit il ne parle pas. D'accord, il y a aussi Priska. D'accord, il dit réserve la surprise. D'accord, mais vous voulez Priska, non? Non, on veut Priska, Voilà, je vais vous passer Priska. D'accord, allez-y. Priska, elle est où? Elle est pas chez ses gars. Pardon, Priska, viens vite. C'est en direct de la Guinée. Salut Priska, comment ça va? Allô? Oui, allô Priska, comment vas-tu? Vous êtes en direct sur la chaîne Espace TV. Vous venez à Conakry avec quel sentiment? Et parlez-nous justement de ce rendez-vous avec le match du rire. J'arrive, vous savez, c'est la fraîcheur. Le petit marteau qui casse les gros cailloux, la mini Cooper, Aoulago sans façon. J'arrive sur Conakry et je suis contente parce que Conakry c'est un peu chez moi. Ouais. Ah oui. Justement, il a fait la Guinée. J'arrive avec, voilà, mon vieux père Koloko, mon petit frère Papitou. Ah d'accord, ton petit frère Papitou, ok. Et quelles sont les promesses, quelles sont les attentes que les Guinéens ils peuvent nourrir déjà par rapport à votre séjour ici? Ben moi quand je viens, je casse la baraque, je viens répandre la fraîcheur. Conakry, il va neiger à Conakry parce que le moment où la neige arrive, le moment où la congélateur, le moment où la fraîcheur, j'arrive. Voilà. Et je suis en maillot, je suis en jambes et je veux voir toutes les fraîcheurs de Conakry. Et ben les BG, on m'a dit qu'il y a de jolis garçons à Conakry. Oui, il y en a dans ce studio. Diba Milimouno sera présent. Vous le verrez. Il est irrésistible, notre Diba national. En tout cas, vous arrivez à quelle heure pour que l'on sache? Autour de 15h, je crois. Hein. 15h. Autour de 15h. Donc l'équipe. Oui, allez-y. Autour de 15h. On arrive autour de 15h. Parfait. Donc l'équipe ivoirienne qui vient justement au match du rire organisé par Nord-Sud Communication, notre ami Al Soirée. Voilà, donc faites un très bon vol. La Guinée vous attend déjà avec beaucoup d'empressement. À très vite et on se retrouve juste derrière, Miguel. À très vite. Bisous. Bye bye. Voilà. Les grands gueules. Gueule sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre.
Voilà, on se retrouve ici en studio. Diba, on poursuit cette série de problèmes avec vous. Et voilà, donc on parlait du port autonome de Conakry. Finalement, je le disais, une plainte a été portée en bonne et due forme devant le tribunal de première instance de Kaloum contre Madame Haribo, l'ancienne directrice du port autonome de Conakry, et son comptable par l'agent judiciaire de l'État. Et certainement, le procureur près de ce tribunal va faire une communication dans les prochaines heures. Vous avez également le dossier l'ANSS. Il en avait parlé à la télévision nationale. Alors l'ANSS, il faut rappeler que le budget qui est sorti juste sur le mois de septembre et octobre, on parle de 2 milliards 439 millions 756 319 francs. Et aussi Sakoba et son comptable, il y a une plainte qui a été portée contre Sakoba et son comptable au niveau du tribunal de première instance de Kaloum, puisque c'est la compétence géographique. Donc cette plainte aussi est arrivée contre Sakoba et son comptable. Aussi au niveau de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, IRAG, à l'abrégé, il s'agit d'une somme de 256 150 000 francs guinéens sur la période de octobre pour les contractuels, les semences de sésame blanc pour la Haute-Guinée. Alors, il s'agit en tout cas aussi d'une question et nous apprenons effectivement contre le directeur de l'IRAG et son comptable aussi, une plainte a été portée au niveau du tribunal de première instance de Kaloum. Donc une communication va se faire en ce sens. Il y a aussi Yassine Diallo, le président de la haute autorité de la communication, qui avait pris la parole dans les GG justement pour se justifier, parce qu'on estime qu'on ne peut pas prendre l'argent quand même public pour faire des cadeaux à des entourages, fût-ce qu'ils soient quand même des travailleurs de la haute autorité de la communication. Donc nous apprenons effectivement que contre M. Yassine Diallo également, une plainte a été portée au niveau du tribunal de première instance, lui et son comptable. Maintenant, il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté dans ce dossier. Il s'agit du dossier OGP et de Ignace Dine. L'OGP, la maudite OGP. Voilà, l'Office guinéen de publicité. Alors, on ne parle pas ce matin de Paul Moussa Diawara, on parle d'Ibrahim Kapi Kamara, le directeur qui vient de partir il y a encore quelques jours. Donc, une plainte a été déposée aussi au niveau du tribunal de première instance par l'avocat de l'agence judiciaire de l'État contre M. Ibrahim Kapi Kamara et son comptable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'OGP, qui est quand même une régie importante dans l'arsenal? Il s'agit de la période septembre-octobre, toujours cette courte période, voilà, de dégel. Justement, il faut dire à nos téléspectateurs que ça ne concerne que ces 3 semaines. Justement. Que ces 3 semaines, parce que ça ne concerne pas jusque-là, en tout cas, la gestion. Justement. Voilà, donc, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait sur l'année. Alors, si vous comptabilisez, ce sont des milliards. Ne regardez pas la modicité des sommes, vous regardez justement l'intention et la courte période. Donc, il s'agit juste de la période de dégel. Alors, septembre-octobre pour l'OGP, il s'agit d'une somme de 697 953 871 francs. 3 semaines. Dans 3 semaines qui est sortie. Alors cette somme, sur la période de septembre-octobre, il s'agit... Je ne sais pas qui sont sortis. Cette somme, c'est la somme qui n'a pas été justifiée. Voilà. Ça n'a pas été justifié. Ils ont été entendus, pas de justification. C'est-à-dire qu'on a pu sortir beaucoup plus. Donc ça n'a pas été justifié. Donc il y a des milliards qui sortent, mais les 697 n'ont pas été justifiés. Alors il s'agit des salaires du mois de septembre, du personnel. L'ordre de virement, c'est le numéro 411 au niveau de Vista Bank. Il y a même un courrier de l'ordre de virement qui a été adressé à Madame la directrice de Vista Bank par le directeur de l'OGP, M. Kapi. Et malheureusement, il se trouve que malgré l'ordre de virement, on a demandé à M. Kapi, vous avez viré cette somme dans une banque. Il dit, Madame la directrice, par le débit de notre numéro de compte 011 100 120 801 140, intitulé OGP, ouvert dans vos livres, nous vous prions de bien vouloir virer le montant de la somme de 84 700 millions 426 10 francs. Alors ils disent sur la somme, il s'agit de 87 99 346 francs guinéens. Alors cette somme est virée dans des comptes. On demande à M. Kapi, alors fournissez-nous les numéros de compte de ces personnes, la liste des noms, mais également la somme qui est partie. Il est passé devant la commission, il n'a pas donné les numéros de compte dans lesquels l'argent est parti, il n'a pas donné la liste de ces travailleurs, et donc finalement il n'a pas donné de justificatif. Alors l'agent judiciaire de l'État... Il dit salaire, il dit salaire, justement. Alors on vous dit... Il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace. On vous dit, donc vous avez viré de l'argent, vous avez envoyé une note de virement au niveau de Vista Bank. Fournissez-nous la liste de ces travailleurs, également leur numéro de compte, et surtout les noms, pour qu'on ait quand même une visibilité. Jusqu'à date, le dossier a été clôturé après quelques semaines. Finalement, l'OGP n'a pas pu fournir de justification. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la somme de 487 99 346? Cette somme n'est pas justifiée. On parle de salaire quand même des travailleurs. Il s'agit de 122 personnes.
ça n'a pas été justifié. Wow. Alors finalement, l'agent judiciaire de l'État, il était dans l'attentisme, il a demandé les pièces ne sont jamais venues. C'est pas que ça à Tamba. Il y a aussi la prime de Maouloud, c'est-à-dire comme au port autonome de Conakry. La belle... Justement, la prime mode, de quoi. Maouloud, voilà, comme au niveau du port autonome de Conakry. À ce niveau aussi, il s'agit de 122 personnes, y compris le directeur lui-même, son DGA et le pool financier qui sont au nombre de 4 personnes. Le DG, lui, il reçoit 3 millions, M. Kapi, comme prime de Maouloud. Le staff, il donne 2 millions pour le pôle financier qui sont au nombre de 4. C'est 1,5 million au pôle financier qui sont au nombre de 4, ça fait 6 millions. Et plus loin, il donne aux 122 personnes qui sont les employés 500 000 par personne, ce qui fait la somme de 53 millions. Alors vous faites la sommation, il y a la somme de 71 800 000 francs guinéens juste sur une semaine pour les 122 personnes, y compris lui. On lui a demandé alors... L'argent de l'État. De l'État. Nous autres, on est justement, maudits. vous prenez l'argent de l'État pour des primes de Maouloud. Sinon, on doit une prime de Maouloud à tous les Guinéens. On est tous aussi méritants. Justement, on lui demande, on dit, alors, monsieur le directeur, on voit vos intentions, alors, envoyez-nous les justifs. Non, on n'a pas besoin de justifs pour ça. Non, justement, l'agent judiciaire de l'État, jusqu'à la dernière minute, il a été vraiment jusqu'à la dernière minute, selon les informations que nous avons glanées, jusqu'à la dernière minute, il a voulu être quand même coopératif. Vous avez même le chèque que nous avons ici. Djiba, ce pays est méchant. Et ceux qui ne travaillent pas, ils ne sont pas plus guinéens que, ils sont pas tout aussi guinéens que les autres. Et ça, c'est l'argent public. Vous travaillez pour chaque fête, on leur donne en plus du salaire et des avantages, des primes de ce genre, par centaines de millions. Et vous demandez une justice pour ça. Vous avez quand même vu le alors, vous avez Alpha Condé lui-même qui a donné quand même abusé, 50 millions à chaque ministre mais pour les mêmes occasions. Bon, après, donc ça, c'était les primes de Maouloud, 122 personnes. On parle de cette somme. Alors là aussi, il y a l'ordre de virement adressé à Vista Bank pour les primes de Maouloud qu'il a envoyé. Le numéro de virement, il est là, donc il a envoyé cet argent. La même question lui a été posée. Où sont ces personnes? Qui reçoit cet argent-là? Pas de justification, c'est silence radio total. Et plus loin, il y a aussi un autre problème. Ce sont les carburants, les dotations de carburant. Les dotations de carburant qui ont été accordées aussi à le conseil d'administration. Il se trouve que sur les dotations de carburant qui ont été accordées, ils ont posé une question à M. Kapi pour qu'il puisse quand même expliquer à l'agent judiciaire de l'État. Nous sommes d'accord que vous avez envoyé des dotations de carburant aux membres du conseil d'administration. Alors, donnez-nous une liste d'émargement au moins où on aura les numéros de téléphone, les noms et les pièces de ces personnes-là. Alors, malheureusement, la question a été posée. Nous avons avec nous ici le chèque qu'il a sorti. Il s'agit de la somme de 39 millions juste sur la semaine, c'est-à-dire une semaine, pour les dotations de carburant. Vous avez des noms qui sont cités, mais fort malheureusement, ce sont des personnes avec lesquelles on ne peut pas rentrer en contact. Donc, dotation de carburant, sur les émargements, il y a des personnes même qui ont signé PO. Donc, ça veut dire... Justement, donc ça veut dire que ce sont des personnes, on te donne de l'argent, une autre personne, il vient ici. Donc ils l'ont demandé, pas aussi de pièces justificatives. Et ce monsieur, il y a une chose que je n'ai jamais dite, et je vais la dire ce matin. Il distribuait de l'argent public gratuitement. Il a essayé avec moi, et j'ai refusé. S'il veut que j'en dise plus, je peux en dire plus. Alors, je poursuis mon analyse en bas. Alors, sur les dotations de carburant, vous avez ici l'ordre de virement, la prime de dotation de carburant accordée à ces agents. Donc, la signature, c'est PO, ce qu'on ne peut pas quand même justifier malheureusement. Alors, on a fait la sommation, on se retrouve quand même avec cette somme aussi importante qui tourne autour de 600 millions de nos francs guinéens. Et au moment où nous faisons cette émission, une plainte est arrivée au niveau du tribunal de première instance de Kaloum contre M. Kapi et son comptable. Alors sur des milliards, c'est les 697 millions qui n'ont pas pu être justifiés. Et ils ont malheureusement clôturé le dossier, il n'a pas porté de justificatif. Ce n'est pas tout. Il y a une convention avec un avocat. Les frais d'honoraires d'un avocat, autour de 10 millions de nos francs guinéens. Ils ont demandé, est-ce qu'il y a un contrat entre vous et cet avocat? Fournissez-nous le contrat. Le contrat n'est jamais venu. Et donc là aussi, on lui a demandé des pièces justificatives et le nom de l'avocat, forcément, va être dit dans les prochaines heures. Donc c'est un avocat connu du pays. Donc à ce niveau aussi, il n'y a pas eu d'explication. Et prêt personnel, il aurait accordé un prêt à une employeur de la boîte qui aurait mis au monde un enfant qui a connu une malformation. Donc pour l'assister, il a sorti de l'argent pour accompagner la dame. Fort malheureusement à ce niveau, comme un bon. Et au niveau du bon, malheureusement au niveau du bon, il n'y a pas de signature, la dame n'a pas signé,
Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Donc la pièce a été envoyée, on a vu les captures. Malheureusement là aussi, aucune personne n'a signé. Donc on lui a demandé des comptes à ce niveau, pas de justification. Donc globalement, voici ce qu'on reproche à M. Ibrahim Kapi Kamara et son comptable. Et finalement, la plainte est arrivée. Vous avez l'autre dossier, c'est Ignace Dine. Ignace Dine, après le dossier de l'OGP, Ignace Dine également, c'est sur la courte période de septembre et octobre. Ignace Dine, il s'agit de la situation des contractuels temporaires. Ils sont quand même au nombre de 122 contractuels. Chacun a reçu la somme de 440 000, c'est-à-dire en phase avec, disons, la somme que nous avons dans le pays, des 440 pour respecter le SMIC. Donc 440 000 sur 122 personnes, ça en fait la somme de 53 680 000. Sur la période de septembre, on a demandé à la direction de Ignace Dine alors d'envoyer lui aussi les pièces justificatives. Il a envoyé juste une liste, pas de numéro de téléphone, pas de pièce d'identité, rien. On lui a dit mais il faut qu'on soit en rapport quand même avec ces personnes, ces contractuels qui ont reçu cette somme. Pas à ce niveau aussi de justification, c'est juste une liste, un papier volant qui a été fourni, fort malheureusement. Donc les 53 millions n'ont pas été justifiés, on ne sait pas qui a obtenu cet argent-là au niveau de Ignace Dine. Et plus loin, il y a l'achat de kits sanitaires. Ils ont lancé une commande au niveau d'un fournisseur, M. Diallo et frères. Ce dernier a fourni, il s'agit d'une somme qui tourne autour de 200 millions de nos francs guinéens. Donc, les dossiers ont été antidatés. C'est-à-dire au moment où on fait la demande et au moment de la livraison, les dossiers qui ont été envoyés étaient raturés. C'est comme si on voulait changer les dates pour qu'il y ait une concomitance entre l'envoi et la réception. Sauf que ils ont dit avoir reçu les kits, la livraison, mais il n'y a pas un bon de livraison. Ils l'ont demandé alors sur 200 millions où se trouvent les bons de livraison et de commande. Ignace Dine n'a pas pu fournir les dossiers. Donc on est autour d'une somme de 322 millions. Donka, non? Ignace Dine. D'accord. Ignace Dine. On parlera de Donka. Ça c'est Ignace Dine. D'accord. Voilà. Ça c'est Ignace Dine, c'est la somme de 322 millions 270 000 francs guinéens sur une petite période de dégel qui n'a pas pu être justifiée. Et nous apprenons qu'une plainte également a été déposée contre le directeur de Ignace Dine et son comptable pour justifier cette sortie d'argent. Parce que j'aurais appris que le président de la transition aurait dit, même si c'est 1 franc dans la justification qui manque, que la personne va s'expliquer. Certainement ceux qui nous écoutent trouvent un peu la somme assez dérisoire. Mais il s'agit d'une semaine, de 2 semaines, juste pour la période de dégel. Les gens ont profité de ça pour sortir de l'argent. Et donc, vous partez dans les pays scandinaves. Là-bas, on peut débarquer un ministre pour 1 euro. Donc, il faut qu'on commence à s'inscrire justement dans cette dynamique-là. Donc, une plainte a été déposée à Ignace Dine contre le directeur et son comptable. Également, il y a le dossier donc avec Mme Fatou Sike. Mme Fatou Sike, ça, on ne va pas en parler. Parce que nous apprenons que c'est peut-être ce matin que la peine va arriver au niveau du tribunal de première instance de Dixine, puisque c'est la compétence géographique qu'on suit toujours par rapport à une société de gardiennage, mais également les autres dossiers qui sont sortis, ces sommes également n'ont pas été justifiées. Donc voilà globalement ce qui est en train de se passer au niveau de l'agence judiciaire de l'État et au niveau du tribunal de première instance de Kaloum et de Dixine. Certainement dans les prochaines semaines ou les prochaines heures, le procureur va inviter la presse pour pouvoir communiquer sur tous ces dossiers. Ça, vous voyez bien que finalement c'était devenu la routine. Merci Djiba pour ces éléments d'information. On l'a dit, hein, c'est un enchaînement qui se poursuivra à la reprise également, mon cher Daouda. Vous avez 75 dossiers. Donc nous allons aller graduellement. Élément par élément. No pity in business, aucun dossier ne sera évité. Ici, allez-y, mon cher Daouda. Vous avez écouté Djiba? Oui, j'ai écouté Djiba. Merci à lui et merci à Antoine pour ces éléments d'enquête. Et aujourd'hui, je crois que il faut que cette précision soit donnée, comme tu y as d'ailleurs insisté. Il faut savoir que ce n'est pas toute la gestion de ces personnes, de ces directeurs. Je veux même pas imaginer. Hein. Voilà, c'est pas toute la gestion, mais c'est juste une période, parce qu'on a écouté l'agent judiciaire de l'État qui est venu avec un nouveau concept hier. Un nouveau concept hier, c'est la rébellion. Il est venu avec ce concept hier parce qu'on l'a vu sur le petit écran de la télévision nationale. Il est venu avec le concept de rébellion parce que il y a un plafonnement qui avait été donné lors du dégel. Donc les gens sont allés
au-delà du plafonnement pour se faire beaucoup plus d'argent. Je souhaite bien aujourd'hui que ces personnes puissent justifier les montants qui restent encore sans justification, qui nous le justifient, mais que tout le bruit ne se limite pas à cette petite période. Nous avons besoin de savoir ceux qui ont aujourd'hui élevé des dizaines d'immeubles le long de la corniche de Coléa, qui ont pris en otage tout Coléa pour y construire, et surtout que ce ne sont que de simples ministres qui ont pris tout Coléa pour construire, ou qui ont élevé des immeubles en plein Kaloum en l'intervalle de 3 mois seulement sous l'ancien régime. Et pendant ce temps, Cap Sela, il ne grossit pas. Et il ne grossit pas. Pendant ce temps, Cap Sela, il ne grossit pas, même si moi je grossis un peu. Donc je me dis qu'aujourd'hui, ça ne peut être que le départ. Le départ qui a minimisé d'ailleurs, vu l'ampleur de la saignée financière qu'on a connue dans ce pays, de l'arrogance de certains dignitaires du pouvoir déchu qu'on a connu dans ce pays. Ils sont connus, leurs investissements sont connus. Et un seul ministre qui s'est fait, par exemple, 10 immeubles dans une seule commune, ou qui s'est fait 5 immeubles dans une seule commune, ils sont connus. La traçabilité, on peut savoir le bâtiment, il appartient à qui. C'est de la folie, quoi. Pendant ce temps, il y a des commissariats qui sont en location, il y a des directions de l'enseignement qui sont en location, et des individus sont là et vivent avec arrogance. Ils vont tous payer. Allez-y, Mafoudia Bangora. J'espère juste qu'il y aura une suite favorable à tout ceci, parce que si on se retrouve aujourd'hui dans un pays où on manque de tout, même des infrastructures de base, quand on prend l'éducation, la santé, tellement on manque de tout, et ce n'est pas compréhensible, et la faute à nous Guinéens. Donc où est-ce que le bas blesse? On se rend compte que la corruption est un élément clé si on veut aujourd'hui avoir de la manne financière, et si surtout on veut avoir des Guinéens qui travaillent. Donc l'administration est un espace où il va falloir beaucoup travailler. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est que ce travail continue. Parfait. Et que ça ne soit pas, beaucoup de motivation au début, et que graduellement on laisse tomber, parce que si on ne réussit pas cela, c'est parti encore pour des années pour revivre la même chose. Si on ne réussit pas, effectivement, Maf fait bien de souligner cela. Mon cher Yaya, ça t'inspire quoi finalement? Oui, moi je me félicite de ce début de travail, d'enquête. Je pense que ça va se poursuivre, parce que nous en avons besoin dans notre pays. Nous avons connu beaucoup de crimes politiques, des crimes de sang dans ce pays, mais on ne parle pas souvent des crimes économiques, des crimes financiers, et c'est extrêmement dangereux dans un pays, dans une démocratie en cheminement comme la nôtre. Je pense que nous avons besoin, en tout cas, du principe de reddition des comptes, qu'il soit érigé en principe sacro-saint. On en a besoin, et je pense que c'est un bon début. Il faut aller jusqu'au bout, et nous allons suivre ce dossier de très près. Absolument, mon cher Caps, finalement, et rapidement, même en une minute, Djoma, on a essayé d'avoir Aboubacar Condé, finalement, qui semble être reçu aujourd'hui par la ministre de l'Information et de la Communication sur leur situation. Voilà, ce qu'il faut rapidement retenir sur le cas Djoma, c'est qu'il faut comprendre aujourd'hui que l'entreprise, si rien n'est fait, risque de couler. Elle est asphyxiée, là. Elle est asphyxiée, l'entreprise risque de fermer ses portes, parce qu'il faut rappeler que depuis la prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre, ils ont procédé au gel de compte du gouvernement, et donc d'un certain nombre d'entités. Et il se trouve que Djoma, le compte de Djoma Group s'est vu également gelé, pour la simple raison que le propriétaire du groupe Djoma, c'est l'ex-intendant de la présidence de la République, il se trouve que Djoma Media est une filiale du groupe Djoma qui voit ses comptes gelés. Ce qui fait donc que ça fait pratiquement 3 mois que le CNRD a pris le pouvoir, et donc ça fait 3 mois que Djoma Media n'arrive pas à payer ses 200 employés. Conséquence, les employés... Un peu plus de 3 mois maintenant. Un peu plus de 3 mois. Et donc, conséquence, les employés commencent à se démotiver. Problème de paiement des loyers, etc., les charges qui sont là. Et au-delà de ça, l'entreprise n'arrive pas à financer, à gérer les charges, les charges quotidiennes, les charges fixes qui sont là, les charges, etc., pour la simple raison que le compte étant gelé, parce que ce qu'il faut rappeler, quand le compte d'une entreprise est gelé, c'est qu'il n'y a pas de retrait possible, mais mieux encore, il n'y a pas d'encaissement de chèque possible, il n'y a pas de virement possible que l'entreprise peut donc recevoir. Mais on nous apprend que le compte de Djoma Media n'est pas gelé.
c'est seulement celui de Joma Group qui est gelé. Non. Selon bien entendu les informations, le groupe, le compte du groupe Joma est gelé et par la même occasion, le compte de Joma Media également est gelé, ce qui fait que ça fait 3 mois que les 200 employés du groupe n'ont pas perçu leur salaire. Et aujourd'hui, c'est les difficultés que ces gens-là sont aujourd'hui en train de rencontrer, et même les annonceurs ont du mal à pouvoir payer leur argent parce que pas de virement possible, pas d'encaissement de chèque possible. Et aujourd'hui, il est important encore une fois que le CNRD puisse, au-delà du gel des comptes, ce qui est un processus normal, mais permettre quand même au groupe Joma, par exemple, de pouvoir dégager les charges de fonctionnement et pouvoir les permettre quand même de pouvoir recevoir ces montants afin que le groupe ne ferme pas. Allez-y, Mafoudia. Moi, je suis convaincu que quoi qu'on reproche à Bill Gates, il doit y avoir un mécanisme qui doit permettre à ces travailleurs de faire la part des choses. Non, mais il faut faire la part des choses. Ce sont des Guinéens, ce sont des jeunes. Mais Matt, ce qui fâche le plus, c'est le manque de transparence. On ne dit pas au CNRD, ne faites pas la loi. Ce que l'on dit au CNRD, au moins clarifier la démarche, que les gens puissent comprendre. Sinon, on est perdu. Cette logique que Doumbouya ne perde pas de vue la promesse qu'il a tenue aux Guinéens, c'est d'arrêter notre souffrance. Et là, les travailleurs de Joma sont en train de souffrir. C'est pas de leur faute les investissements de Bill Gates. Ils ne connaissent pas Bill Gates pour la plupart. Ils sont juste allés chercher un travail. Ils l'ont eu. C'est l'État qui a donné l'agrément à Joma Media. Joma Media est là, donc c'est à l'État de garantir le travail de ces gens, quelle que soit la volonté du CNRD. On ne peut pas punir ces travailleurs. Moi, je pense qu'il faut arrêter ça. Il faut mettre en place un mécanisme pour que les travailleurs de Joma Media ou même des autres secteurs de Joma Group soient payés. Maintenant, quant à Bill Gates et son investissement, c'est un autre volet qu'on peut gérer sans pour autant attention, punir je pense les travailleurs. Il peut bien y avoir des imbrications, mais encore une fois, si la justice pouvait travailler là-dessus, ce serait beaucoup plus bénéfique pour les travailleurs. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que je suis convaincu qu'il y a forcément un mécanisme juridique. Celui de la justice, absolument. Tout est possible, mais déjà que ceux-là qui sont en train tous les matins de laisser leur famille aller travailler du lundi au dimanche et qu'ils se retrouvent sans salaire, moi je pense que c'est une injustice qu'il ne faut pas laisser passer. Djiba Milimono, peut-être qu'on nous a pas fait pareil, mais on connaît la souffrance de ne pas recevoir son salaire. On l'a connu par moment et c'est intenable ce que vit le groupe Joma Media. Voilà, même nous on avait l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Nous c'était même pas sur la tête. Justement, voilà, et on sait on avait déjà mis ça au cou. Justement au cou, et c'était comme un joug colonial et il faut porter finalement. Mais on s'est déchaîné. Et aujourd'hui, ce qui arrive à Joma, c'est regrettable parce que, au nom de la confraternité journalistique, je pense qu'il faut apporter un soutien à nos confrères. Au nom du principe, au nom du principe aussi, parce que, vous savez, sur le marché du travail, vous offrez votre travail et en retour, on paye ce travail-là. Donc, si ces personnes continuent à travailler, sachant que les journalistes guinéens travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que le président de la transition et toute son équipe, peut-être soit on hâte les pas, ou à défaut, on trouve quand même un mécanisme pour que les dépenses, par exemple, de consommation, les salaires, puissent tomber au bénéfice des travailleurs. Parce qu'une fois encore, ce n'est pas facile. Et surtout, regardez le contexte économique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Passer des mois sans avoir son salaire, c'est très difficile. Maintenant, celui qui a fait l'investissement, lui, il va répondre devant la justice. Parce que ce qu'on lui répond aujourd'hui, c'est un blanchiment d'argent. C'est l'argent public qu'il aurait pris pour investir, créer un groupe. En fait, ce qui est, il faut quand même pas oublier, il n'y a pas de démarcation possible entre les investissements et les comptes. Il n'y a pas de démarcation possible. Et c'est ce qui complexifie même. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est premièrement qu'on n'entende pas la justice et que je ne sais pas même si c'est la justice qui est en train de faire ce travail, première chose. Deuxièmement, qu'il n'y ait aucune clarification sur la démarche, et la procédure, pour que les gens y soient situés. Et fort malheureusement, cette pour précision même là-dessus, Tamba, le groupe, le média Joma a mené des démarches, non seulement auprès du ministère de l'Information, auprès de la HAC, auprès même de la présidence, mais aucune information au retour ne leur est donnée, et l'information centrale tournerait autour du secrétaire général de la présidence, mais ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Allez-y. Parce que c'est vrai aujourd'hui qu'on en veut beaucoup à Bill Gates et autres, mais le petit reporter qui est à Joma,
Et il n'y est pour Absolument, rien. absolument. Il n'y est pour rien. Il ne sait pas ce qui se passe. Il faut qu'il soit situé sur son sort. situé sur son sort. Aujourd'hui, d'aucuns peuvent se réjouir de la situation dans laquelle peut se trouver Dioma, mais il faut voir derrière Dioma, il faut voir derrière Bill Gates, les pères de famille qui sont là, qui passent des mois sans pouvoir payer les frais de location, sans pouvoir trouver de la popote pour la famille. Je crois qu'aujourd'hui, il faut tabler sur la situation, permettre à ces pères de famille, à ces jeunes qui ont un rêve quand même dans le domaine, dans le métier, de progresser et que de sortir de cette situation. Je crois qu'il faut vraiment que le CNRD s'y penche réellement, qu'on quitte le débat interpersonne, mais qu'on voit la souffrance des jeunes Guinéens. Absolument, ça c'est une requête légitime. Mon cher Antoine, Dioma et quelques représentants qui vont rencontrer, qui rencontrent déjà d'ailleurs la ministre de l'Information, Prissemou. On espère que les choses puissent se dénouer à partir de là. Certainement, c'est ce que nous souhaitons. Et dans cette histoire, la question que je m'avais posée, c'est qui doit-on blâmer, l'État ou le patron de Dioma? Parce que là où se trouve le flou, c'est par rapport au compte de l'entreprise. Est-ce que tout est confondu dans le compte Dioma Group, ou est-ce qu'il y a il y a forcément un compte pour le groupe de médias. C'est la grosse question qu'il faut poser, parce qu'il est nécessaire que l'État fasse une communication. Aujourd'hui, il y a trop de spéculations, il y a trop de commentaires autour du sujet, et la souffrance des travailleurs, ça se comprend, et ils sont assez innocents dans cette histoire. Il faut que l'État nous clarifie les choses, qu'on dise clairement ce qui se passe. Est-ce que le compte gelé est celui du groupe Dioma contre qui l'État a des réserves? L'entreprise privée qui est Dioma Media, je crois, elle est à part. Elle doit avoir un compte séparé. Mais est-ce que les montants de Dioma Group transitent par Dioma Media? C'est la grosse question. Il serait nécessaire que l'État, tel qu'il a fait pour les autres entités contre qui il a porté plainte ou contre qui il a des soucis à régler, il faudrait qu'il y ait une communication pareille pour éviter, afin que tout le monde soit clarifié, tout le monde soit situé, que les employés comprennent ce qui ne va pas. Parce que quand ça continue ainsi, on est en train, sans le savoir, de tuer des carrières. On est en train d'empêcher certains jeunes qui ont voulu faire le travail de ne pas pouvoir vivre de leur métier. Ce n'est pas bien. Je connais quelques-uns parmi ces travailleurs-là qui aujourd'hui ont des familles, qui ne peuvent plus payer les scolarités, tout ça. C'est assez, je dirais pas cruel, mais c'est intenable. C'est pas bien. C'est intenable. Pas bien. Il faut que l'État revoie la situation, qu'il y ait une communication véritable, au cas où on ne comprend pas ce qui ne va pas. Il faut qu'il y ait une communication. Voilà, Antoine Kourouma, c'est sur vos mots justement que l'on va clore cette émission. Ça va être la dernière pour ce bout. Nous sommes en congé et on se retrouve en début d'année. J'ai juste envie de dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, merci les pieds et mains liés. On vous dit merci pour tout le soutien que vous nous accordez. C'est aussi l'essence qui nous revigore tous les matins. Merci mon cher Daouda, Djiba Milimouno, Antoine Kourouma, Mafoudia Bangoura, Mamadou Yaya Baldé qui nous a rejoint en fil de saison, et mon cher Caps, je pense à Moussa Moïse, le directeur de la communication et de l'information de la présidence de la République, et puis Moussa Hiroba, et pourquoi pas le turbo, le seul diacanqué connu du monde, notre cher Lamine Guérassi. À vous tous, je dis bonne fête et bonne et heureuse nouvelle année justement qui va commencer très très bientôt. On va se retrouver l'année prochaine, sera en 2022. Merci également à Dramé, les gars, pardon que je dise merci aux gars, à la technique de la régie, ils sont nombreux, Mamoudou Condé, le colosse de la maison Malissila qui se marie, hein, Vladimir Poutine se marie, il y a une femme qui a osé épouser un tel colosse, le mariage c'est bientôt, cabinet Condé, Mamoudou Condé, Papoutou, Mafata Sano, vous êtes nombreux et nombreux à nous pratiquer, mais surtout l'hommage le plus grand vous est renvoyé, vous nos auditeurs et nos auditrices. On se retrouve donc, c'est tout le plaisir justement que l'on se retrouve, restez en compagnie de nos programmes. Derrière nous, ils se poursuivent, le service continue, c'est toujours un honneur de vous servir. À 2022.